Ma coloc Cass s'obstine à appeler mon copain, notre copain. Depuis 2 mois, elle ne rate jamais une occasion. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Mais aujourd'hui, ça me fait vraiment peur. Will et moi, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Il est à la fac, 2 heures d'ici, mais il vient régulièrement tous les 3 semaines et reste plusieurs jours. Au départ, tout le monde trouvait ça normal. Il aide pour le ménage, cuisine pour l'appart, répare tout ce qui traîne, bref, le mec parfait. Mais en septembre, Cass s'est fait larguer. Et là, tout a dérapé. D'abord, elle collait dans la cuisine lorsqu'il préparait à manger, lançant des « Il est trop mignon, tu as trop de chance, mon ex aurait jamais fait ça », tout en le regardant agir. Quand il bricolait, elle ne ratait pas une occasion de commenter ses bras. Quel homme, il me faudrait un mec comme ça. Will devenait hyper mal à l'aise et filait directement dans ma chambre. Puis, elle s'est mise à faire des blagues sur notre copain. Ça commençait à tous les repas. Si Will m'apportait un café, « Ah, notre copain est aux petits soins. Il portait les courses ? Voyez notre copain, toujours dispo. » Un jour, j'ai craqué. Je lui ai dit d'arrêter. Elle s'est marrée, genre « Détends-toi, c'est pour rire. On partage tout, non ?»« Non, on partage le frigo, pas mon mec. » Je lui ai répondu cash. Après ça, elle est devenue de plus en plus intrusive. Grâce à l'appli de géologue pour la sécurité, elle savait toujours où on était et débarquait partout. Resto, ciné, même au parc. Impossible de s'en débarrasser. On a fini par fermer la porte à clé parce qu'elle n'hésitait pas à entrer sans prévenir, en lançant « Je viens juste dire bonjour à notre copain ». Pendant une soirée post-partielle, complètement bourrée, j'appelle Will. Cass m'arrache le portable, commence à lui raconter des trucs intimes et lui sort « J'espère que tu assures. Quoi, ça te choque qu'on parle de notre copain entre filles ?» Après ça, Will ne venait plus ou se cachait dans ma chambre, et Cass le guettait derrière la porte. On l'entendait respirer. La semaine dernière, pour nos 6 mois, Will m'a fait la surprise de venir. Jess m'a prévenu par SMS. Ton copain est là, mais il se passe un truc chelou. Je débarque en panique et trouve Cass sur mon lit, dans ma lingerie, Will coincé contre le mur, terrifié. Mais c'est quoi ce délire? Elle se lève, guindée, la parure rouge complètement ridicule sur elle. Je montrais juste à notre copain ce qu'il rate quand tu n'es pas là. Je lui hurle de sortir. Elle sourit, tranquille. C'est chez moi aussi, il n'a pas l'air de s'en plaindre, pas vrai, Will? Il tremblait. Je t'ai dit de me laisser, Kristen. Je t'attendais. Elle est rentrée comme ça, sans toquer. Fallait fermer à clé, franchement. Ça ressemble à une invitation. Ce soir-là, j'ai appelé la proprio. Cass est sur le bail. Impossible de la virer. Je suis allée voir la sécu du campus. Ils n'ont rien fait. Tant qu'il n'y a pas de menace, c'est une embrouille de colocataires. Point. Il y a 2 jours, Will m'a annoncé qu'il ne viendrait plus. Désolée, mais elle me fait flipper. La dernière fois, elle était en sous-vêtements chez toi. Jusqu'où elle ira? J'ai compris. Même si ça m'a anéanti. Cass pourrit ma vie, elle me vole mon couple. Hier, en rentrant, je la retrouve sur mon ordi, à fouiller dans mes photos. Elle était tombée sur des clichés privés de Will et moi. Rien de porno, mais quand même, c'était à nous. Dégage de là. Elle a répliqué « Il est canon, notre copain », sur ses photos. J'en ai fait des copies. J'espère que ça t'embête pas. J'ai menacé d'appeler les flics. Elle m'a balancé que ça ne servait à rien, qu'elle pouvait prétendre que Will lui avait envoyé. Qui va te croire? L'hystérique jalouse ou la coloc sympa qui a juste reçu des photos? Et là, sur l'écran, je repère un mail que je n'avais jamais rédigé. Une lettre de rupture, écrite par Cass à ma place. Un vrai message de haine destiné à Will. Pas d'inquiétude, je ne l'ai pas encore envoyé, mais je pourrais. T'aurais pas dû mettre ta date de naissance en mot de passe. Cette nuit-là, j'ai changé tous mes codes et installé un verrou dont moi seule est la clé. Mais au matin, j'ai trouvé un mot sous la porte. Les serrures ne m'arrêtent pas, je vais voir notre copain. Regarde ton téléphone. Elle avait utilisé mon portable, sûrement pendant que je dormais, pour écrire à Will depuis mon numéro. Il faut qu'on parle. Je viens chez toi demain. On a un truc à t'annoncer. K et C. Je n'ai jamais écrit ça. Et Will a répondu. C'est qui c'est? Kristen. Qu'est-ce qui se passe? Panique totale. J'essaie de l'appeler. Il ne décroche pas. Cass a disparu. Plus de voitures sur le parking. Elle a eu le temps d'arriver chez Will à la fac, et maintenant, j'ignore complètement ce qu'elle lui raconte. Je tremble au point de lâcher mon téléphone en essaye désespérément de joindre Will, mais je tombe direct sur sa messagerie. Cass est là-bas, sur son campus, et rien ne bouge sur la géoloc. Elle est juste devant sa résidence. Je suis à bout. Je fais les 100 pas, le cœur serré, la gorge nouée. Qu'est-ce qu'elle lui montre? Qu'est-ce qu'elle invente? Faut-il qu'elle m'enfonce encore avec ses mensonges? Ce faux message disait qu'on avait un truc à lui annoncer à 2, comme si j'étais complice. J'appelle encore. Messagerie. Soit il fait exprès d'ignorer mes appels, soit son téléphone est éteint, soit Cass a fait une bêtise. Aucune de ces options ne me rassure. Jess sort enfin de sa chambre, toujours en pyjama, alors qu'il est presque midi. Elle me trouve en train de tourner comme un lion en cage, et je devine à sa tête qu'elle voit à quel point je panique. Je dois ressembler à une folle. Je me sens complètement à la dérive. Je lui déballe tout d'un trait, sans même savoir si mes paroles veulent encore dire quelque chose. Le texto bidon, le départ de Cass il y a des heures, Will qui ne donne plus signe de vie. À mesure que je parle, Jess devient livide et finit par s'écrouler sur le canapé, comme si ses jambes la lâchaient. Elle avoue que Cass est de plus en plus bizarre, qu'elle parle sans arrêt de Will, qu'elle fouille dans mes affaires dès que j'ai le dos tourné. J'encaisse le choc. Jess savait tout ça et n'a rien dit. Elle me confie qu'elle a déjà surpris Cass à coller son oreille contre ma porte, et parfois l'entend se lancer dans des monologues à propos de Will.
convaincue d'être seule. La semaine dernière, elle l'a vu piocher dans mon placard, essayer mes vêtements, se pavaner devant le miroir. Jess avait hésité à m'en parler. Elle voulait éviter les histoires. Éviter les histoires. Comme si on n'était pas déjà en plein cauchemar. C'est décidé, je fonce à l'université de Will, peu importe les 2 heures de route et l'examen de demain. L'examen, franchement, je m'en fiche. Il faut que je retrouve Will avant que Cass ne fasse encore pire. Jess propose de venir avec moi pour ne pas que je sois seule, et j'en suis tellement soulagée que j'en ai les larmes aux yeux, parce que là, je me sens incapable de prendre le volant toute seule. Je n'arrête pas de trembler. Je doute même de réussir à me concentrer pour conduire. C'est moi qui conduis, me rassure Jess. Toi, essaie encore de joindre Will. Elle file se changer pendant que je réunis mes clés, mon téléphone, mon portefeuille et rien d'autre. Je ne réfléchis même pas à ce qu'on fera en arrivant, je sais juste qu'il faut partir. On est sur la route à peine un quart d'heure plus tard. Jess au volant, moi à rafraîchir frénétiquement l'appli et à tenter, encore et encore, d'appeler Will. Le téléphone de Cass, lui, indique qu'elle ne bouge plus devant la résidence de Will. Ça me noue l'estomac d'angoisse. Elle est entrée dans sa chambre, elle parle au coloc, elle guette dans l'entrée, le poing reste figé sur la carte, implacable. J'essaie encore Will, répondeur. Je lui écris, silence radio. Je zoome, je dézoome, je scrute la carte. On n'a même pas fait 10 miles depuis qu'on a quitté l'appartement. Ce trajet va durer une éternité. Jess file sur l'autoroute et les kilomètres défilent sur les panneaux. Il en reste 120, 2 heures interminables. Soudain, elle me glisse qu'elle a commencé à prendre des notes sur les comportements de Cass, tout simplement parce qu'elle en avait peur. À un feu rouge, elle sort son téléphone et me montre des dates, des heures, les fois où Cass rôdait devant ma chambre, ses remarques flippantes sur le fait de tout partager, sa manie de tout surveiller. Jess a compilé des pages entières depuis des semaines. J'aurais dû te le dire plus tôt, murmure-t-elle, mais je voulais éviter que ça parte en vrille. Encore cette histoire de ne pas faire de vagues. Je lui dis que ce n'est pas grave, que moi non plus je n'ai rien vu venir, qu'au fond on pensait juste que Cass déraillait un peu depuis sa rupture. Mais là, noir sur blanc, tout paraît beaucoup plus réel, bien plus inquiétant. Ce n'est plus juste une coloc un peu à l'ouest, c'est vraiment grave, peut-être même dangereux. Au bout d'1 heure sur la route, enfin, un texto de Will. Je me jette littéralement sur mon téléphone. Je manque de le faire tomber. Son message me glace. Ta coloc est là. Elle raconte à mon surveillant que tu l'as envoyé pour veiller sur moi, parce que tu t'inquiètes pour ma santé mentale. C'est complètement barré. Tu es où? Je dois relire 3 fois pour y croire. Cass raconte partout que c'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Elle s'appuie sur ce faux message pour appuyer son histoire. Elle joue la copine inquiète, pendant que je passe pour la petite amie collante ou, pire, possessive, qui fait fliquer son mec. Les mains tremblantes, je réponds tout de suite en expliquant que Cass a envoyé ce texto depuis mon téléphone à mon insu, que je roule vers lui en ce moment, que j'ai tout découvert ce matin, que Cass était déjà parti depuis des heures et que j'essaie de le joindre depuis en vain. J'appuie sur envoyer et je fixe l'écran. 3 petites bulles s'affichent. Will est en train d'écrire, puis plus rien, puis ça revient. Enfin, son message, Cass est ultra calme et raisonnable. C'est encore plus flippant que si elle avait l'air tarée. Frisson dans le dos. Bien sûr qu'elle joue les filles posées, Cass est très forte à ce jeu-là. Toujours calme, même quand elle volait mes sous-vêtements, quand elle copiait mes photos, quand elle faisait des trucs complètement tordus. C'est justement ça qui fait peur. Jess propose qu'on s'arrête à la prochaine station-service pour tout consigner, faire des captures d'écran de la localisation de Cass, du faux texto, de toute la chronologie de ces bizarreries. Si jamais ça tourne mal juridiquement, il nous faudra des preuves, dit-elle. J'y aurais même pas pensé, mais elle a raison. On s'arrête, je prends les captures, la localisation de Cass à la fac ce matin, le texto louche à 3 heures, d'anciennes conversations où elle parle de Will comme « notre copain », tout ce qui pourrait servir. Ma galerie en déborde. Jess revient avec 2 cafés et m'aide à tout ranger dans un dossier, bien classé, daté du jour, au cas où. On arrive enfin au campus de Will, juste au moment où le soleil se couche sur un ciel orange et rose magnifique, dont je ne profite même pas. J'ai les mains qui tremblent de nouveau en me garant. Will prévient par texto. Cass est dans la salle commune avec son coloc Théodore, en train de se prendre pour l'ambassadrice officielle de notre couple, venue régler nos soucis. Ambassadrice officielle. Comme si je l'avais missionnée pour ça. Je me sens mal. Jess pose une main réconfortante sur mon bras. Tu es prête? Évidemment que non. Mais on sort quand même. Et on entre dans la résidence. Jess juste derrière moi. La salle commune se trouve à gauche, derrière les grandes portes vitrées. Dès que j'entre, je repère Cass installé sur le canapé, juste à côté d'un gars que je suppose être Théodore. Ils échangent des rires complices. Cass a les cheveux lâchés, un peu de maquillage, un pull sympa. Elle semble parfaitement à l'aise, même plutôt avenante. Théodore s'amuse de ce qu'elle raconte. Mais dès que Cass me voit franchir la porte, son visage se ferme brusquement. Son sourire disparaît pour laisser place à une expression dure, presque cruelle, comme je ne l'ai jamais vue. Elle se lève sans me lâcher des yeux, lentement, comme si elle prenait le temps de me jauger. Théodore ne comprend pas, il sent bien qu'il se passe quelque chose et reste figé. Cass a le regard glacial, la bouche crispée, et n'affiche ni surprise ni peur. On dirait juste qu'elle m'en veut d'être là. Sa voix résonne, aiguë, dans toute la pièce, ce qui attire l'attention de plusieurs étudiants. Certains lèvent la tête, intrigués. Cass se tient droite et prend ce sourire en coin presque cruel. Je suis vraiment ravie que tu sois enfin là, Kristen. Il faudra qu'on discute sérieusement, tous les 3 avec Will, tu ne crois pas?
Sa façon d'appuyer sur le « on » laisse entendre qu'il s'est tramé quelque chose entre nous, comme si tout était prémédité. D'autres tournent la tête. Une fille chuchote à sa voisine près de la fenêtre. Je sens la chaleur me monter au visage sous les regards insistants. Il n'y a pas de nous. Tu ferais mieux de partir maintenant. Personne ne t'a invité ici. Ma voix tremble un peu, mais je m'efforce de ne pas fléchir. Cass penche la tête avec ce sourire narquois. Will était ravi de me voir quand je suis arrivée. On a eu une discussion très intéressante à propos de tous tes soucis du moment. Maintenant, il comprend. Elle lance un regard calculé vers Will, tandis que celui-ci rougit et recule, manifestement gêné, presque mal à l'aise. Théodore les observe, complètement largué. Will fait un pas vers moi et s'installe à mes côtés. Cass, je t'ai demandé de partir au moins 6 fois. Tu n'as pas arrêté de répéter que tu t'inquiétais pour Kristen et que tu voulais t'assurer qu'elle allait bien. Tu ne voulais pas partir. Il essaye de garder contenance, mais je sens qu'il craque. Théodore hoche la tête, les bras croisés. Elle est arrivée il y a une petite heure. Je pensais qu'elle était une amie à toi. Elle avait l'air normale, mais à chaque fois qu'on lui demandait de partir, elle éludait ou disait qu'elle avait encore besoin de 5 minutes. Son attitude bienveillante du début a disparu. Il dévisage Cass avec un mélange de méfiance et de surprise. Jess sort son téléphone, le tend à Théodore et fait défiler des captures d'écran tout en expliquant « Cass les suit depuis des mois. Elle utilise leur appli de localisation et débarque partout où ils vont. Elle laisse même entrer dans la chambre de Kristen sans permission et a envoyé un message bidon depuis son téléphone à 3h du matin. Jess défile les preuves, captation de textos étranges, chronologie de tous les moments où Cass s'est incrusté, que ce soit au ciné ou au resto. Les yeux de Théodore s'arrondissent à chaque nouvelle capture. Il recule légèrement, comme s'il la voyait pour la première fois. Cass garde son masque, mais je vois sa mâchoire durcie. Son regard se fait encore plus froid. Mais, franchement, vous exagérez tous. Je voulais juste que Will voie à quel point Kristen passe son temps à se plaindre de lui quand il n'est pas là. Elle n'arrête pas de dire qu'elle préférerait qu'il soit ici plutôt qu'à 2 heures d'ici, qu'il est trop collant. En disant cela, elle le fixe sans ciller. C'est elle qui m'a envoyé ici pour casser avec toi, parce qu'elle a la trouille de le faire elle-même. Sa voix monte dans les aigus à mesure qu'elle prononce ces mots. Will pâlit d'un coup. Je cherche le mail sur mon téléphone, les mains tremblantes. 3 tentatives avant d'ouvrir le bon dossier. Je tends l'écran à Will. Regarde, c'est Cass qui a écrit ça sur mon ordi en se faisant passer pour moi. Jamais je n'aurais écrit ces horreurs. Le mail brouillon déborde d'insultes que je ne pourrais même pas penser. Will lit. Son visage passe du choc à la colère en quelques secondes avant de relever la tête vers Cass. C'est toi qui as écrit ça? Tu t'es assise devant son ordi pour inventer un mail de rupture? Le ton a changé. C'est glacial maintenant. Théodore lit par-dessus son épaule. Bouche bée. Quelqu'un a visiblement prévenu la responsable de résidence. Elle débarque d'un pas décidé. Cheveux bruns tirés en arrière, badge au revers de la veste. Qu'est-ce qui se passe ici? On m'a signalé un problème. J'essaie d'expliquer, mais tout se bouscule. Alors Jess intervient et montre les captures à la surveillante pendant que Will présente le faux mail. Théodore confirme que Cass a refusé de partir malgré leurs demandes répétées. La surveillante se ferme à mesure qu'elle écoute, puis se tourne vers Cass, sèche. Vous allez quitter le bâtiment tout de suite. Vous n'êtes pas étudiante ici, et de toute façon, vous n'êtes pas la bienvenue. Cass croise les bras, réplique. J'ai tout à fait le droit de rendre visite à une amie sur un campus public. Vous n'avez aucun droit de me mettre dehors juste parce que je discute avec quelqu'un. La surveillante sort son talkie-walkie et, en moins de 2 minutes, la sécurité débarque, 2 agents en uniforme. Elle leur explique la situation en montrant le téléphone de Jess. L'un des agents invite Cass à le suivre dehors. Rouge de colère, Cass se met à hurler. C'est du grand n'importe quoi. Kristen monte tout le monde contre moi parce que Will préfère ma compagnie à la sienne. Toute la salle commune nous observe. Certains filment la scène. Vous allez tous le payer, chacun d'entre vous. Elle me pointe du doigt alors qu'un agent la conduit vers la sortie. Elle se dégage brutalement mais finit par avancer vers les portes vitrées. T'as tout fichu en l'air, Kristen. Absolument tout. Sa voix résonne encore dans la pièce alors qu'elle disparaît à l'extérieur. On la regarde traverser le parking d'un pas furieux pour grimper dans sa voiture. Un agent surveille de loin qu'elle s'en aille. Elle claque sa portière tellement fort qu'on l'entend jusqu'ici, puis démarre en trombe, pneus crissant sur le bitume. L'agent revient, prend des notes pendant nos témoignages. Will a les mains qui tremblent en racontant comment Cass s'est d'abord comportée comme une amie soucieuse, posant 1000 questions sur ses cours et ses colocataires, puis glissant petit à petit vers des sujets qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Ses horaires à la bibliothèque, le nom de son prof de bio, l'heure à laquelle il file d'habitude à la salle de sport. Elle savait absolument tout de ma routine, des détails que Kristen ne lui avait jamais mentionnés, qu'elle n'aurait même pas pu inventer puisqu'on en parle à peine entre nous. J'ai tout de suite compris. Elle devait lire nos messages. Sa voix vacille, éraillée. Le vigile prend des notes à toute vitesse. On finit par remonter dans la chambre de Will. Théodore nous laisse tranquilles. Il part à la bibliothèque. Will s'installe lourdement sur son lit, la tête enfouie dans ses mains, secouée de tremblements. Je m'assois près de lui, il se blottit contre moi. Elle était assise là, sur le canapé, et elle me racontait qu'elle s'inquiétait pour toi, que tu pleurais sans arrêt et que tu voulais me quitter. Elle assurait que tu l'avais envoyée pour prendre de mes nouvelles, parce que tu étais soi-disant trop bouleversée pour venir en personne. Il me fixe. Au début, j'ai failli la croire. Elle avait l'air si convaincante. Mais en la laissant parler, elle s'est mise à déballer mon emploi du temps par le menu, et j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Elle connaissait mon créneau de TP de chimie le mardi et le jeudi, elle savait où je déjeunais le midi, au resto U des sciences. Comment aurait-elle pu savoir tout ça?
Ses yeux brillent, humides. Un nœud me serre le ventre. Je dégaine mon portable, affolée, et je commence à fouiller dans mes réglages. Faut vraiment que je change tous mes mots de passe là, tout de suite. Les mails, les réseaux sociaux, tout y passe. Will se rapproche et m'aide. Ensemble, on passe au peigne fin tous mes comptes. Dans mon mail, il y a l'historique des connexions. Et là, un frisson me traverse. Cass s'est connectée depuis son adresse IP depuis 3 semaines. Elle lit mes messages depuis presque un mois. Chaque mail échangé avec Will. Chaque discussion avec ma sœur. Toutes les confidences envoyées à Jess, quand je me plaignais de la situation. Will continue à creuser. Il dépiste encore des traces dans mon espace cloud. Cass y a eu accès aussi. Elle a fouiné dans mes photos privées, celles qui étaient juste pour Will et moi. Elle a fouillé partout. Je murmure, à moitié absente. Je relis l'historique des accès de mon appli mail. Il y a plein de connexions depuis des endroits où je n'ai jamais mis les pieds, à des moments où j'étais soit en cours, soit endormie. Elle fouillait tout, semaine après semaine. Will ouvre mes photos, et on constate la même chose. Elle revient sans cesse sur mes clichés les plus personnels, copiant tout sur son appareil. Mes mains tremblent au point que je manque de lâcher mon téléphone. Will le récupère, reprend les vérifications. On attaque mes réseaux sociaux. Là aussi, elle s'est connectée, feuilletant tous mes échanges privés, qu'ils soient avec des amis ou de la famille. Elle sait tout de ma vie, absolument tout. Chaque conversation, tous les projets, les pensées les plus intimes que je croyais partager avec mes proches. Théodore réapparaît de la bibliothèque et frappe à la porte. Will lui ouvre, il nous dévisage, planté côte à côte sur le lit, entouré d'ordinateurs et de téléphones. On lui montre ce qu'on a découvert et son visage se fige. Il sort son téléphone, prend des photos des historiques et des accès, suggérant de tout archiver avant que Cass puisse effacer ses traces. Jess envoie un texto, inquiète, et je lui explique ce qu'on vient de trouver. Elle répond aussitôt qu'elle, aussi, se sentait surveillée récemment, comme si quelqu'un fouillait dans ses affaires en son absence. Elle décide de vérifier ses comptes à son tour. Will tombe alors sur un document dans mon cloud que je n'ai jamais créé. C'est une liste détaillée sur lui, avec son emploi du temps, ses passages à la bibliothèque, les noms de ses amis, ses colocataires, les lieux où il va régulièrement, jusqu'à son café préféré et sa commande habituelle. Toutes les dates remontent à presque 2 mois, juste après la rupture de Cass. Elle a monté un dossier complet sur lui, épiant ses habitudes comme si elle préparait un sale coup. Théodore lit par-dessus l'épaule de Will et lâche. Là, c'est carrément du harcèlement, pas juste une colocataire bizarre ou jalouse. Il insiste pour qu'on aille direct voir la sécurité du campus. Surveiller les gens à un tel point, c'est grave. Il est presque minuit, mais impossible d'attendre le matin, j'ai la trouille. Et si Cass revenait cette nuit? Si elle s'en prenait à nous maintenant qu'elle sait qu'on a tout compris? Théodore propose qu'on dorme dans le salon commun, sur les canapés, histoire de rester où il y a du monde et une surveillance. Will accepte tout de suite. Jess nous dit qu'elle file chez sa copine pour la nuit, parce qu'elle ne veut pas rester seule à l'appart. On rassemble toutes nos affaires, téléphone, ordi et preuves à la clé. Théodore nous accompagne à la salle commune où quelques étudiants planchent encore sur leur révision. On se sent un peu plus en sécurité entouré de gens, avec un vigile qui passe régulièrement. Will et moi, on s'enfonce dans un canapé, Jess s'installe sur l'autre. Théodore va chercher des couvertures et des bouteilles d'eau. Personne n'arrive à fermer l'œil. On passe le temps à vérifier encore nos téléphones, à relire tous les éléments de preuve. Finalement, Will finit par se confier sur la peur qui lui ronge le ventre depuis l'histoire de la lingerie. Il explique qu'il ne voulait pas me forcer à choisir entre lui et mon appart, qu'il savait bien que je ne pouvais pas casser mon bail ou partir du jour au lendemain. Mais il ne dort plus, il n'arrive plus à suivre en cours, obsédé par l'idée que Cass puisse débarquer à tout moment chez lui ou le filer sur tout le campus. Il se sent coupable de ne pas avoir osé m'avouer à quel point il était terrorisé, parce qu'il avait peur que je le trouve trop dramatique. Je lui réponds qu'il n'a rien exagéré, que j'aurais dû me rendre compte de la gravité dès le début. On reparle encore et encore de tous les signaux d'alerte qu'on a négligés, les respirations derrière la porte, cette géolocalisation constante, la façon qu'avait Cass de s'immiscer dans chaque coin de notre vie de couple, toujours au courant de tout ce qu'on faisait. Will avoue qu'il avait cessé de venir chez moi non pas par manque d'envie, mais parce qu'il était sincèrement inquiet de ce dont Cass était désormais capable. Théodore finit par s'endormir sur une chaise, mais Will et moi restons éveillés, à guetter le lever du soleil à travers les vitres. Peu à peu, la lumière inonde la salle commune, d'autres étudiants émergent pour aller en cours ou prendre leur petit déjeuner. Je me sens épuisée, mais encore sur le qui-vive, la boule au ventre pour la suite. Je prends mon téléphone et j'appelle ma grande sœur Heidi, parce que j'ai vraiment besoin d'un point de vue extérieur au milieu de tout ce bazar, de quelqu'un qui sait garder son sang-froid. Elle décroche dès la 2e sonnerie, un peu alarmée puisqu'il est rare que je la joigne aussitôt. Je lui raconte tout, ce qui s'est passé la veille et durant la nuit, l'arrivée inattendue de Cass et tout ce qu'on a découvert sur ses agissements. Heidi écoute sans m'interrompre, puis elle prend quelques secondes avant de parler. Tout ça ressemble beaucoup au cas de harcèlement que j'ai analysé durant mon master de psycho, explique-t-elle. Elle ajoute que souvent, quand une victime essaie de prendre de la distance ou d'imposer des limites, le harceleur devient encore plus envahissant. La surveillance et la collecte d'informations sont des signes d'obsession qui, sans intervention, s'aggravent. Elle me demande si j'ai déjà contacté la police.
Je lui réponds que c'est prévu dans la matinée. Sans hésiter, elle me dit qu'elle saute dans sa voiture tout de suite et qu'elle sera là dans quelques heures. Elle insiste pour relire l'ensemble du dossier avec nous et décider de la suite à donner. Surtout, elle m'ordonne de ne pas revenir seule à l'appartement, de rester dans un endroit public bien fréquenté jusqu'à ce qu'elle arrive. Rien que d'entendre sa voix, je me sens déjà un peu rassurée. Savoir qu'elle vient m'épauler me soulage. Will réveille Jess et nous filons tous les trois prendre un café au bistrot du campus. On s'installe près de la fenêtre, histoire de pouvoir observer la rue et croiser des regards familiers. Théodore arrive, on refait le point sur toutes les preuves, on vérifie qu'on a bien fait des captures d'écran et mis de côté tous les éléments nécessaires. Heidi arrive vers midi, fatiguée par le trajet, mais déterminée. Elle me serre fort dans ses bras, puis s'installe avec nous autour de la table. On lui montre tout ce qu'on a rassemblé sur mes comptes et le dossier très détaillé que Cass a rédigé sur Will. Heidi sort aussitôt son carnet, note chaque date et chaque fait et commence à organiser tout ça sur une frise chronologique. Elle nous explique qu'il faut démontrer une escalade dans le harcèlement. Un fait isolé peut sembler anodin, mais leur accumulation prouve une obsession et une intention claire. Elle met en évidence la façon dont Cass s'est montrée de plus en plus intrusive et audacieuse, passant de simples remarques à la filature, au piratage de mes comptes et à l'intrusion sur le campus de Will sans être invitée. Heidi insiste. Le fait que Cass ait constitué un dossier aussi précis sur Will montre une volonté de nuire et une préméditation que la justice ne prend pas à la légère. Elle propose qu'on aille cet après-midi même faire un signalement officiel à la sécurité du campus. Elle compte nous accompagner et veiller à ce qu'aucun détail important ne soit oublié. Will est un peu tendu, mais il accepte. Théodore annonce « Je viens aussi, je peux témoigner, vu que j'ai vu Cass refuser de partir hier et que je l'ai entendu proférer des menaces. » On traverse donc le campus pour se rendre à la police universitaire, dans le bâtiment administratif. L'agent Flynn O'Brien nous accueille dans un petit bureau. Il est plus jeune que je ne l'imaginais, la trentaine. Posé, professionnel, et ce calme m'apaise un peu. Je commence à tout raconter depuis le début. Heidi prend des notes pour qu'aucun détail ne nous échappe. L'agent O'Brien écoute attentivement. Il demande des précisions sur les dates et les heures, puis me demande de lui montrer les historiques de connexion ainsi que le fameux dossier de Cass. À mesure qu'il examine ce que j'ai sur mon téléphone, son expression devient plus grave. Théodore raconte en détail la soirée de la veille, l'arrivée de Cass, son refus de partir malgré nos demandes répétées. Will explique à quel point il a été angoissé, comment tout cela a bouleversé sa vie. L'agent consigne tout dans un rapport. Quand tout est terminé, il explique qu'un seul incident ne suffira probablement pas pour engager des procédures pénales, mais que le comportement étalé sur 2 mois ouvre la voie à une demande d'ordonnance d'éloignement. Il précise que ce genre de dossier n'est pas simple à monter, mais que les éléments que nous apportons sont solides, notamment les preuves numériques du piratage et le dossier de Cass. Il insiste sur l'importance de tout documenter dorénavant. Chaque message, mail, chaque apparition, et si possible, de prendre des photos, des vidéos. Plus on accumule de preuves que le harcèlement se poursuit, plus le dossier se renforce. Il nous avertit aussi, une ordonnance d'éloignement n'arrête pas toujours quelqu'un d'obsessionnel, et parfois, engager des démarches légales peut empirer la situation. L'agent O'Brien fait des copies de tous nos éléments, promet de se mettre en relation avec la police de mon campus pour coordonner la suite, sachant que Cass et moi sommes sur la même zone. Il me donne son numéro direct en me disant de le joindre immédiatement si Cass tente d'entrer en contact ou se manifeste quelque part. Il me conseille également de parler à l'administration du logement étudiant, conseillant de ne plus partager mon appartement avec une personne dont le comportement est aussi inquiétant. En sortant du commissariat, je suis soulagée d'avoir lancé l'alerte, mais aussi terrifiée par ce qui pourrait arriver. Heidi passe son bras autour de mes épaules et me rassure. « Tu as bien fait d'en parler, il fallait te protéger, même si c'est difficile. » Will semble épuisé et inquiet. Je prends conscience qu'il faudra de toute façon que je retourne tôt ou tard à mon appartement. J'ai cours le lendemain, toutes mes affaires sont là, je ne peux pas laisser Cass prendre le dessus sur ma vie. Jess envoie un message, elle a vérifié chez elle, Cass n'est pas revenu, mais des objets ont bougé. Heidi insiste. Je rentre avec toi, je reste quelques jours pour veiller sur toi. Will voudrait en faire autant, mais il est obligé d'assister à ses cours. On décide donc qu'il reste sur son campus pour le moment. On s'appellera chaque soir en visio. Le trajet du retour me semble interminable, même s'il ne dure que 2 heures. Jess nous attend sur le parking et on monte ensemble. L'atmosphère de l'appartement n'a plus rien à voir avec celle que j'ai connue. J'ai beau y avoir tous mes repères, je ne me sens plus chez moi. La porte de la chambre de Cass est fermée, mais il y a de la lumière dessous. Elle est donc revenue à un moment donné. Jess remarque plusieurs petits détails dans le salon. Des objets déplacés, un cadre photo qui n'est plus à sa place, la télécommande posée ailleurs. De petites choses, mais qui montrent clairement que quelqu'un a fouillé dans notre espace. Quand j'entre dans ma chambre, je remarque aussitôt qu'on y a pénétré, malgré la clé. La serrure n'est qu'un simple bouton qu'on ouvre avec un trombone. Les tiroirs de ma commode sont à demi ouverts, mes papiers ont été dérangés sur le bureau et la porte du placard mal refermée. Je commence à faire le tour pour voir ce qui a disparu, la gorge nouée. Le pull que Will m'avait offert pour mon anniversaire s'est envolé. Les photos de nous deux que je gardais soigneusement dans une boîte aussi. Mon journal, celui où j'écrivais tout sur notre histoire et mes pensées les plus personnelles, a lui aussi disparu. Cass s'est approprié des morceaux de ce que j'avais construit avec Will, comme si elle collectait des preuves ou cherchait à s'insinuer dans notre histoire en volant nos souvenirs. Jess s'aperçoit elle aussi qu'il lui manque des affaires. Une écharpe,
un livre prêté. Des bricoles que Cass pourrait facilement prétendre avoir empruntées ou partagées. Cette atteinte à notre intimité me glace, parce que Cass ne se contente plus de nous surveiller. Elle s'attaque désormais à ce qui compose nos vies, à ce qui nous est le plus intime. Heidi réagit tout de suite. On va changer la serrure de ta chambre, tout de suite. On part acheter une vraie serrure, à clé, pas une babiole qu'on manipule en 2 minutes. Heidi l'installe elle-même pendant que je la regarde, puis elle me confie les 2 seules clés, une pour moi et une que Jess gardera pour les urgences. On paramètre aussi mon téléphone pour qu'il sauvegarde automatiquement toutes mes photos et tous mes messages dans un cloud dont Cass n'a aucune connaissance. Heidi crée le compte avec son adresse mail, comme ça, même si Cass remet la main sur mes appareils, elle ne pourra rien faire. On remplace tous mes mots de passe par des combinaisons impossibles à retenir, que Heidi note soigneusement dans son téléphone. Elle active la double authentification partout. Même si Cass retrouve un mot de passe, il lui manquera toujours les codes envoyés sur mon mobile. Désormais, je dors avec mon téléphone sur la table de nuit, la porte verrouillée, la clé jamais loin de moi. Heidi s'installe sur le canapé dans le salon, Jess dans sa chambre. Autour de minuit, j'entends des pas lourds dans le couloir, juste devant ma porte. Ils s'immobilisent. Soudain, Cass cogne violemment, au point de faire trembler l'encadrement. Elle crie « Tu es ridicule et dramatique !» Elle répète qu'elle a seulement voulu emprunter quelques affaires, que je dois arrêter de jouer la victime. Elle insiste, martèle la poignée, frappe encore. « C'est aussi mon appartement. Tu n'as pas le droit de me barrer l'accès. » Je m'empare de mon téléphone et j'envoie. Cass est devant ma porte, à Heidi. À peine quelques secondes plus tard, j'entends celle-ci dans le couloir. « Cass, arrête, retourne dans ta chambre. » Cass rétorque. « T'as rien à faire là. Occupe-toi de tes affaires. » Elle reprend ses coups, désormais à coups de pied. Je la devine au téléphone. Heidi annonce clairement notre adresse. Elle appelle la police. Cass le comprend sûrement, car elle hurle. « Tu vas le payer. Tu retournes tout le monde contre moi, sans raison. » Elle cesse de frapper, mais je perçois encore sa respiration lourde derrière la porte. Jess sort de sa chambre. « Calme-toi, Cass. » Cass lui lance. « Toi aussi, tu me trahis. » Les 15 minutes suivantes semblent durer une éternité. Je reste barricadée, la porte toujours verrouillée. J'écoute Cass faire les 100 pas dans le couloir, marmonnant des choses que je n'arrive pas à comprendre. Enfin, d'autres voix résonnent. Des voix basses, autoritaires, posent des questions. Heidi ouvre pour les policiers et, d'un instant à l'autre, tout bascule. Cass murmure tout à coup, la voix tremblante, presque en pleurs. Elle tente d'expliquer aux policiers qu'elle s'inquiétait simplement pour moi, qu'elle voulait venir s'assurer que tout allait bien. Elle ajoute que j'ai des comportements bizarres, que ça l'alarme. Un agent me demande de sortir. J'ouvre la porte, les mains qui tremblent, et je découvre 2 policiers en uniforme dans le salon. Cass est assise sur le canapé, en larmes, recroquevillée et l'air perdu. Elle me lance un regard humide. Je suis désolée de t'avoir fait peur. Les policiers nous demandent de parler séparément. L'un d'eux emmène Cass dans sa chambre, l'autre vient avec Heidi et moi dans ma chambre. Je lui montre tout. Le rapport de police du campus concernant Will, les captures d'écran prouvant que Cass nous suivait à la trace, le faux message qu'elle avait envoyé depuis mon portable, les photos de ma chambre ravagée. Jess arrive aussi et sort son téléphone. Il est rempli de notes, de dates, des heures où Cass a dérapé. L'agent écrit tout dans un calepin. Il parcourt le rapport du campus et acquiesce lentement. Il explique qu'il a vu ce genre de scénario dans des affaires de harcèlement, que le comportement a tendance à s'aggraver, et me conseille vivement de demander une ordonnance restrictive. Il me détaille la procédure, ce que cela implique. L'autre policier revient après son entretien avec Cass, et ils s'isolent dans le couloir. Je les entends discuter à voix basse. Ils reviennent finalement dire à Cass qu'elle doit me laisser en paix. Ils lui adressent un avertissement officiel. Cass incline la tête, affirme qu'elle comprend, puis s'excuse encore. Les policiers repartent, et l'appartement retrouve un calme presque inquiétant. J'entends même ronronner le frigo. Heidi prépare du thé, on se réfugie toutes les 2 dans ma chambre, porte verrouillée. Au loin, la voix de Cass au téléphone filtre à travers les murs trop fins, de plus en plus forte. « Elle essaie de me piquer mon copain », lance-t-elle. Elle monte tout le monde contre moi. Elle invente des trucs pour me tourner dans l'embarras. Le ton monte encore, puis elle s'effondre. Will m'aime, elle est juste jalouse. Je croise le regard de Heidi. Elle secoue la tête, résignée. On ne ferme quasiment pas l'œil de la nuit. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec une conseillère du campus qu'Heidi a contactée. Elle s'appelle Violette Sheen et travaille au centre santé étudiante, dans un bureau aux lumières douces et fauteuils moelleux. Je lui raconte tout, sans rien oublier, et elle m'écoute avec bienveillance, sans jamais m'interrompre. Quand je termine, elle me confirme que le comportement de Cass est grave. Elle parle d'attachement excessif, d'érotomanie. Elle m'explique que certaines personnes développent une fixation démesurée sur quelqu'un d'inaccessible, que ce n'est pas de l'amour, mais un besoin de contrôle et d'illusion. Selon elle, les harceleurs se persuadent souvent que leurs cibles partagent leurs sentiments, même face à un rejet évident. Violette m'aide à mettre en place un plan de sécurité, qu'elle consigne sur un formulaire papier. Elle me suggère de varier tous les jours mon itinéraire pour aller en cours, histoire que Cass ne puisse pas facilement me retrouver. Elle me remet une liste de numéros utiles, que ce soit pour la sécurité sur le campus ou pour les urgences, et me conseille d'informer mes professeurs pour qu'ils sachent ce qui se passe. Ensemble, on repère aussi des personnes de confiance à contacter dans les différents bâtiments, au cas où j'aurais besoin d'aide. Elle insiste sur le fait que le harcèlement s'intensifie souvent quand la victime essaie enfin de poser des limites, et elle pense que, depuis que la police est intervenue, Cass risque d'aller encore plus loin.
Ça m'angoisse. Mais Violette me rappelle qu'il vaut toujours mieux anticiper. Elle fixe avec moi des rendez-vous chaque semaine et me donne son numéro en cas d'urgence. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure si tu te sens en danger. Après ce rendez-vous, je file au service d'aide juridique du campus rencontrer Michaela Hardin, une avocate qui accompagne gratuitement les étudiants victimes de harcèlement. Elle m'accueille dans une petite salle de réunion, examine minutieusement tous les documents que je lui tends, note les moindres détails, me pose des questions précises sur les dates et les heures. Votre dossier est solide. Vous avez toutes les chances d'obtenir une ordonnance d'éloignement au civil, me dit-elle. Elle précise quand même que la démarche prendra quelques semaines. Il faudra d'abord déposer une demande de mesure provisoire, puis passer en audience devant le juge pour décider si l'ordonnance devient permanente. Michaela m'explique aussi qu'on ne pourra pas faire expulser Cass de l'appartement immédiatement à cause du bail, mais l'ordonnance l'empêchera légalement de me contacter ou de m'approcher. Elle me prévient. Beaucoup de gens bravent ce genre d'interdiction. Il faudra continuer à tout consigner et signaler chaque écart. Elle insiste sur le fait qu'à chaque infraction, on peut engager des poursuites. Michaela m'aide à remplir tous les papiers sur place. Elle m'explique chaque rubrique, relit avec attention pour éviter que rien d'important ne m'échappe. On déposera ça dès demain. Cass recevra l'ordonnance temporaire dans les prochains jours. Le soir venu, Jess débarque dans ma chambre, referme la porte derrière elle. Elle a l'air crevée et inquiète. « Je peux plus vivre ici », elle lâche. « Je vais casser mon bail plus tôt que prévu et aller m'installer chez ma copine, hors du campus. » Elle se sent mal de me laisser, mais avoue qu'elle ne se sent plus en sécurité avec Cass dans les parages. Je la rassure. Je comprends parfaitement. Et au fond, je suis même soulagée qu'elle s'en aille. Elle n'a pas à supporter tout ça. Jess ajoute « Je serai toujours là pour toi. On pourra aller prendre un café de temps en temps. S'il faut, je témoignerai à l'audience. » Elle commence à déménager ses affaires le soir même. 3 jours plus tard, j'assiste à un cours quand mon téléphone vibre. C'est Michaela qui m'informe que Cass vient de recevoir l'ordonnance d'éloignement temporaire. Je sens ma gorge se nouer. Je sais que Cass va mal le prendre. La date de l'audience pour acter la mesure définitive est fixée dans 2 semaines. 2 semaines à devoir affronter Cass devant le tribunal, à tout revivre devant un juge. 2 semaines à attendre, à imaginer ce qu'elle pourrait faire. Je quitte mon cours en avance et rentre à l'appartement. Jess est déjà partie. Sa chambre est vide. Ne reste plus que Cass et moi, uniquement séparés par quelques cloisons et une cuisine, même si elle n'a plus le droit de m'approcher. Je me barricade dans ma chambre, tente d'étudier, mais impossible de me concentrer. Je ressasse sans cesse l'audience. Je redoute de devoir tout raconter devant le juge, la lingerie, le harcèlement, tout. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est Will. Ça va ? Je lui raconte pour l'ordonnance. Il me répond qu'il est fier de moi. J'aimerais être là, mais j'ai des examens que je ne peux pas rater. On passe un appel vidéo le soir même. Voir son visage me fait du bien, mais au fond, la peur ne me quitte pas. 2 semaines, ça paraît interminable. Le lendemain matin, mon réveil sonne au milieu d'une avalanche de notifications. Je sens mon cœur s'accélérer en ouvrant les réseaux sociaux et en voyant que Cass a posté 3 fois depuis la veille au soir. Rien de direct, juste des sous-entendus, des allusions sur les faux amis et ceux qui te plantent un couteau dans le dos quand tu as le plus besoin d'eux. Elle ajoute que certains ne supportent pas la vérité et préfèrent dresser tout le monde contre toi plutôt que se remettre en question. Elle partage une citation sur la loyauté, affirmant que les vrais amis restent soudés, quoi qu'il arrive. Ceux qui nous connaissent voient bien de qui elle parle. J'ai la main qui tremble en lisant les commentaires. Des gens la soutiennent, lui demandant si ça va, lui promettent d'être là pour elle. Elle commence déjà à façonner sa version des faits, où elle est la victime. Je repose mon téléphone, essaie de me préparer pour partir en cours, mais ça tourne en boucle dans ma tête. Cass tord l'histoire pour passer pour la victime. Combien vont la croire avant même d'entendre ma version ? À la pause déjeuner, 3 personnes différentes m'avaient déjà contactée pour savoir ce qui se passe entre elle et moi. Une fille du cours de bio m'a écrit un long message où elle m'explique que Cass lui a dit que j'étais devenue jalouse et possessive par rapport à son amitié avec Will. Une autre connaissance me demande si c'est vrai que j'ai cherché à faire virer Cass sans raison. Quelqu'un d'autre aurait entendu dire que j'avais monté de faux dossiers pour attirer l'attention. J'ai eu la nausée en lisant ces messages. Cass ne perd pas une minute pour répandre ses mensonges et certains les gobent sans hésiter. J'ai passé 1 heure à rédiger des messages, à expliquer la vérité avec preuves et captures d'écran à l'appui. Certaines se sont excusées dès qu'elles ont vu les preuves, d'autres n'ont rien répondu, et ça m'a tordu le cœur de me demander si elles préféraient croire Cass. En tout cas, mes vrais amis se sont tout de suite rapprochés après que je leur ai tout montré, et ça m'a remonté le moral, même si je me sentais toujours isolée, consciente que certains me prennent pour l'instable de service. Jess m'a écrit pour me dire que Cass se donnait en spectacle sur les groupes de discussion, jouant la pauvre victime et laissant croire que je m'étais emballée pour des blagues innocentes. Je sens la colère monter. Peu importe le nombre de preuves, il y aura toujours des gens pour croire sur parole la version de Cass. Ce soir-là, Will m'a appelé et sa voix me paraissait différente, tendue, étranglée, comme je ne l'avais jamais entendue. Il m'a confié avoir fait une attaque de panique pendant son cours d'économie, simplement parce que quelqu'un qui lui tournait le dos ressemblait à Cass. Il était complètement incapable de respirer et il a dû sortir précipitamment de la salle. Maintenant, son professeur est persuadé qu'il ne prend plus ses études au sérieux. Ses notes chutent parce qu'il n'arrive plus à se concentrer, toujours sur ses gardes, inquiet à l'idée que Cass réapparaisse à tout moment.
J'ai passé 2 heures au téléphone avec lui à essayer de le rassurer. L'ordonnance d'éloignement va changer les choses. Maintenant, elle n'a légalement plus le droit de t'approcher. Mais je percevais dans sa voix une peur persistante. Il m'a confié qu'il inspectait le parking avant de quitter la résidence et changeait de trajet chaque jour pour aller en cours. Il ne dort presque plus, persuadé d'entendre chaque nuit des bruits devant sa porte. La distance qui nous sépare me pèse plus que jamais. On a la sensation de sombrer chacun de notre côté au lieu de se soutenir. Je déteste ce que Cass lui a fait subir, ce qu'elle a fait à notre couple, qui était solide et harmonieux avant qu'elle décide que Will lui appartenait aussi. On s'est fait la promesse de s'appeler tous les soirs, de rester soudés, mais une fois le téléphone raccroché, j'ai fondu en larmes car je ne sais pas combien de temps notre couple tiendra sous autant de pression. Une semaine avant l'audience, je suis rentrée d'un cours l'après-midi et dès le seuil, j'ai senti qu'il y avait un problème. Ma porte n'était pas juste déverrouillée, elle était grande ouverte, alors que je l'avais bien fermée à clé le matin même. Le cœur battant, j'ai découvert ma chambre mise à sac, les tiroirs de la commode tirés, mes vêtements éparpillés partout, le bureau renversé, des papiers au sol, le placard vidé, des cintres qui traînaient. J'ai filé vers mon bureau, remarqué immédiatement que mon chargeur d'ordinateur avait disparu, puis j'ai vérifié ma boîte à bijoux. Plus de colliers de ma grand-mère, ni des 2 bagues offertes par Will. Des photos de Will et moi, épinglées au mur, avaient aussi disparu. Sur mon lit, un mot griffonné de la main de Cass m'a glacé. Tu ne peux pas garder ce qui doit être partagé. J'avais les mains qui tremblaient en photographiant tout avec mon téléphone pour garder une trace de chaque dégât, chaque preuve, avant de toucher quoi que ce soit. C'était pire que tout. Cass avait réussi à forcer la serrure, à profaner mon espace le plus intime et à emporter ce qui m'était cher. Le message ne laissait aucune place au doute. C'était une menace claire, et je savais qu'elle franchissait là une limite très grave aux yeux de la loi. J'ai appelé tout de suite la police, demandant expressément à parler à l'agent O'Brien, qui connaissait déjà notre situation. Il est arrivé en moins de 20 minutes. Je lui ai tout montré, la voix tremblante, énumérant les objets volés avant de lui faire lire le mot. Il a examiné chaque recoin de la pièce, pris des photos sous tous les angles, tout noté avec minutie. Il a observé la serrure, m'indiquant les griffures qui prouvaient l'effraction. Il a mis le mot dans un sac à preuves soigneusement étiqueté et m'a expliqué que c'était une violation flagrante et grave de l'ordonnance d'éloignement. Il m'a demandé si j'avais gardé des photos de mes bijoux. Je lui ai montré sur mon téléphone des clichés où je portais le collier de ma grand-mère. Il a pu relever la marque et le numéro de série du chargeur sur mes factures d'achat. Toute la procédure a duré plus d'1 heure et l'agent O'Brien est resté d'un calme exemplaire, consignant chaque détail pour que rien ne soit oublié. Il m'a précisé que ces infractions, associées au cambriolage, renforçaient grandement mon dossier pour obtenir une ordonnance définitive. Il m'a dit « Là, Cass va avoir de sérieux ennuis avec la justice. On n'est plus sur du civil, mais bien sur du pénal. » L'agent O'Brien est resté chez moi pour attendre le retour de Cass, installé dans le salon, à portée de vue de la porte d'entrée. Vers 18h30, j'ai entendu des clés dans la serrure et j'ai aussitôt senti mon corps se raidir. Cass a fait son entrée, des sacs de course plein les bras, et son visage s'est figé quand elle a croisé le regard de l'agent O'Brien. Il s'est présenté et a lancé « Vous êtes en état d'arrestation pour non-respect de l'ordonnance d'éloignement et pour cambriolage. » Les yeux écarquillés, Cass a tenté de reculer, mais O'Brien a réagi immédiatement et avec beaucoup de professionnalisme. Il lui a demandé de se retourner, de mettre les mains derrière le dos. C'est à cet instant que Cass a complètement craqué et s'est mise à hurler sur moi. « Tu as détruit ma vie, tu es égoïste et infecte, incapable de partager quoi que ce soit. Will t'aurait choisi s'il n'y avait pas eu ta manipulation. » Elle clamait qu'elle ne me pardonnerait jamais, que tout était de ma faute. L'agent O'Brien l'a menottée alors qu'elle hurlait, le mascara coulant sur son visage pendant qu'il lui énonçait ses droits. D'autres policiers sont arrivés en renfort et ont fouillé la chambre de Cass avec son accord, retrouvant mon chargeur ainsi que certaines photos disparues. Ils ont tout consigné comme preuve, tandis que Cass continuait à sangloter et crier à l'injustice. La voir partir menottée aurait dû me rassurer, mais je me suis juste sentie vidée, atterrée que tout en soit arrivé là. Le lendemain, Michaela m'a appelé pour m'annoncer que Cass avait déjà été libérée sous caution. J'ai eu un pincement au cœur. Je croyais qu'elle resterait incarcérée au moins jusqu'à l'audience. Mais apparemment, ses parents avaient tout pris en charge. Michaela m'a précisé que le juge avait néanmoins durci l'ordonnance d'éloignement, en ajoutant des conditions très strictes. Désormais, Cass n'a absolument plus le droit de remettre les pieds dans notre appartement. Elle ne pourra récupérer ses affaires, si besoin, qu'en présence de la police et selon des modalités strictement légales. Michaela m'a assuré que c'était une réelle protection pour moi. Je n'aurais plus à craindre de croiser Cass ici, sauf avec des agents à ses côtés. Elle m'a prévenu que, puisque Cass est libre sous caution, elle pourrait bien chercher à se venger autrement, que je devais rester sur mes gardes et continuer à tout consigner. Je suis rassurée de savoir que Cass n'a désormais plus le droit, légalement, de revenir ici sans encadrement. Mais j'angoisse aussi à l'idée qu'elle ne s'arrêtera peut-être pas là. Ce genre de personnes, une fois qu'elles ont enfreint une ordonnance, récidivent souvent, et Cass a déjà prouvé qu'elle se fiche complètement des conséquences quand elle veut obtenir ce qu'elle veut. Le lendemain matin, je me rends dans le bureau de Roger Bartlett, mon propriétaire, pour discuter de ce que je peux faire. C'est un homme d'un certain âge au regard chaleureux, qui m'écoute avec attention, pendant que je lui raconte toute l'histoire. Je lui montre les rapports de police, l'ordonnance d'éloignement et les photos de ma chambre en désordre. Secouant la tête, il reconnaît qu'il n'imaginait pas l'ampleur
de la situation. Je lui demande s'il existe un moyen de mettre un terme à mon bail plus tôt que prévu ou d'exclure définitivement Cass de l'appartement. Roger relit scrupuleusement le contrat et m'explique qu'en principe, une rupture anticipée du bail suppose 2 mois de loyer à régler, mais vu les circonstances, les suites judiciaires et l'ordonnance, il accepte de faire une exception. Il me dit qu'il peut me libérer du bail sans aucun frais, puisqu'il s'agit de ma sécurité et de faits graves. Il s'engage aussi à retirer le nom de Cass du bail, puisqu'elle n'a plus le droit d'être là. Je sens un immense soulagement m'envahir. Les larmes me montent aux yeux. Cela veut dire que je peux vraiment partir et trouver un endroit où je serai en sécurité. Roger se montre incroyablement compréhensif et bienveillant. Il me confie qu'il a lui-même une fille à la fac et qu'il espérerait qu'on l'aide si elle traversait une épreuve pareille. Il me donne 30 jours pour déménager et s'occupe de toutes les démarches administratives. Ce même après-midi, j'appelle ma sœur Heidi et lui raconte la bonne nouvelle. Elle me répond aussitôt qu'elle viendra m'aider à chercher un appartement le week-end qui vient. Dès samedi, nous arpentons les quartiers autour du campus, visitant plusieurs logements. La plupart sont hors de prix pour moi toute seule, alors qu'avant, on répartissait le loyer à 3. Heidi déniche finalement un petit studio immédiatement disponible, à peine à un quart d'heure du campus. Il est minuscule, une seule pièce avec une salle de bain et un coin cuisine. Mais l'accès est sécurisé par un badge et les serrures sont solides. Le loyer est presque le double de ce que je payais avant, ce qui me plonge dans la panique. Comment vais-je pouvoir m'en sortir? Heidi contacte nos parents pour leur expliquer la situation. 1 heure plus tard, ma mère me rappelle et m'assure qu'ils prendront en charge la différence chaque mois parce que ma sécurité passe avant tout. Sa voix tremble d'émotion et de colère en découvrant tout ce que j'ai vécu, mais au fond, elle souhaite avant tout que je sois au calme. Je fonds en larmes au téléphone pour la remercier. Je n'osais pas demander leur aide, mais rester dans cet appartement n'est plus possible. On verse la caution le jour même et le propriétaire m'annonce que je pourrais emménager dès le week-end suivant. Avoir enfin une solution concrète et un lieu sûr me donne l'impression de reprendre mon souffle après des semaines d'oppression. 2 semaines plus tard, le tribunal fixe l'audience pour l'ordonnance d'éloignement. Ce matin-là, l'angoisse me coupe littéralement le souffle à l'idée de devoir témoigner. Michaela me retrouve au palais de justice et m'explique comment va se dérouler l'audience. Nous attendons ensemble, assises dans le couloir, mes mains tremblant sans discontinuer. Lorsque notre tour vient enfin, je distingue Cass installée à une table avec son avocate. Une femme tirée à 4 épingles. Cass évite mon regard, mais je remarque la tension sur ses traits. La juge, une femme d'un certain âge, impose le respect sans jamais paraître injuste. Michaela commence par présenter l'ensemble de nos preuves. Elle reconstitue la chronologie des faits à l'aide de photos, de messages, de rapports et de témoignages circonstanciés. À mon tour, je dois m'exprimer et revenir sur tous les épisodes. L'incident avec la lingerie, la chambre retournée, le faux message envoyé depuis mon portable. Ma voix tremble par moments, mais je parviens à répondre précisément aux questions. L'avocate de Cass tente de minimiser les faits en présentant Cass comme une amie trop inquiète dépassée par la situation. Elle sous-entend que j'ai exagéré des disputes banales entre colocataires et que la fragilité psychologique de Cass la transforme aussi en victime. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Entre les procès-verbaux détaillés et la logique implacable de la situation, tout s'aligne. L'agent O'Brien relate l'effraction et l'arrestation, un témoignage qui pèse lourd. La juge parcourt le dossier avec beaucoup de sérieux, pose des questions pointues auxquelles l'avocate de Cass peine à répondre, puis s'appuie dans son fauteuil, relit une dernière fois les documents et finit par relever la tête. Son regard oscille entre Cass et moi. Puis elle annonce très simplement qu'au vu de la gravité des événements, intervention policière, violation répétée de mes limites, elle ordonne une mesure d'éloignement définitive valable 3 ans. Cass devra rester à plus de 150 mètres de moi, éviter Will, nos 2 campus ainsi que tout endroit où elle sait pouvoir nous croiser. La juge précise qu'au moindre écart, Cass risque une arrestation immédiate et des poursuites. Pour la première fois depuis des semaines, je sens la tension retomber, comme si j'étais restée sous l'eau en apnée et que je pouvais enfin remonter respirer. Mais quand mon regard croise celui de Cass, je suis glacée. Elle me fixe avec une hostilité glaciale, sans détourner les yeux, même alors que la juge continue de parler. On dirait qu'elle tente de graver mon visage dans sa mémoire ou de me transmettre un message silencieux. Je suis soulagée par la décision, mais son expression me fait comprendre qu'à ses yeux, rien n'est réglé. Michaela pose doucement sa main sur mon bras et me souffle qu'on ferait mieux de sortir discrètement pour éviter toute confrontation dans le couloir. Nous ramassons nos affaires et quittons la salle, Cass demeurant assise auprès de son avocate. Je l'entends maugréer quelque chose de vindicatif, mais je ne saisis pas ses mots. Le week-end suivant, Heidi arrive aux aurores, camion rempli de cartons et de produits ménagers. Jess nous retrouve dans mon studio avec sa copine, et Will fait le déplacement exprès pour m'épauler. Il nous faudra bien la journée pour vider mon ancien appart. Cass n'est pas là, ce qui est un vrai soulagement, mais je constate que quelqu'un est repassé dans ma chambre. Certains objets ont bougé, il manque de petites choses, une pince à cheveux, une photo prise sur mon bureau. Je n'ai plus la force de m'en inquiéter, je veux juste partir. On charge le camion et la voiture d'Heidi, il nous faut 2 allers-retours pour tout transporter. Le nouveau studio paraît minuscule, mais c'est enfin chez moi, et surtout c'est la tranquillité retrouvée. La cuisine se limite à un petit plan de travail, un frigo minuscule et 2 plaques électriques. La salle de bain est tellement exiguë que je peux toucher les 2 murs en tendant les bras, mais au moins les portes et les fenêtres sont bien sécurisées. Pour entrer dans l'immeuble, il faut une carte. Et le propriétaire a rajouté un verrou de sécurité,
ainsi qu'une chaîne, comme je le lui avais demandé. Une fois le dernier carton déballé et mon lit installé, je m'assois par terre et je prends enfin le temps de souffler. Will vient s'asseoir près de moi et passe son bras autour de mes épaules. C'est la première fois depuis des mois que j'ai l'impression de pouvoir respirer à plein poumon, sans cette peur constante que quelqu'un débarque sans prévenir. Avoir enfin un espace à moi, avec des serrures dont je suis la seule à avoir la clé, c'est la première fois depuis le début de cette histoire que je me sens en sécurité. Jess commande des pizzas pour tout le monde et comme on n'a pas encore de meubles, on mange tous assis par terre. Heidi me promet de m'emmener dénicher quelques meubles pas chers dans des brocantes le week-end suivant. Pour l'instant, j'ai un lit, mes vêtements et mon intimité, ça me suffit largement. Le premier mois dans mon nouvel appart se passe plutôt tranquillement, sauf que Cass enfreint l'ordonnance d'éloignement à 2 reprises. La première fois, c'est un mardi matin, pendant mon cours. Je traverse le campus pour aller au bâtiment des sciences quand je l'aperçois, plantée près des arceaux à vélo, à une douzaine de mètres à peine. Elle est juste là, à me fixer. Je reste figée une seconde, puis je sors mon téléphone pour la prendre en photo. Elle me repère, fait brusquement demi-tour et s'éloigne à grands pas, mais je file aussitôt signaler l'incident à la police du campus. L'agent O'Brien prend ma déposition et confirme qu'à 12 mètres, elle est largement hors la loi par rapport à la limite des 150 mètres imposés. Il me dit qu'il va faire un rapport et prévenir l'agent de probation de Cass. Quelques semaines après, deuxième infraction, cette fois sur les réseaux sociaux. Je reçois une demande d'ajout d'un compte inconnu. En regardant le profil, c'est évident que c'est un faux. Le compte date seulement de 3 jours, aucune publication, et sa photo de profil est une photo de Will, que je sais que Cass avait récupérée sur mon ordi. Je reçois un message. Je pense à vous deux. Je fais des captures d'écran, je bloque le compte, et j'envoie tout à l'officier O'Brien, qui transmet ensuite les preuves à l'avocat de Cass, en précisant que toute récidive n'entraînerait plus seulement du sursis, mais carrément de la prison. Michaela m'explique que la justice prend ce genre de choses très au sérieux, surtout s'il y a répétition, et que chaque preuve renforce mon dossier si jamais on doit retourner devant le tribunal. Will et moi, on fait désormais des appels vidéo 3 ou 4 fois par semaine. Il est trop anxieux pour venir chez moi, il a peur que Cass traîne dans les parages et le suive s'il passe. Je comprends parfaitement, j'ai exactement les mêmes angoisses, mais cette distance est dure à vivre. Avant, on passait nos week-ends ensemble. Aujourd'hui, on se contente d'entretiens vidéo. Même nos conversations ont changé. On ose enfin parler à cœur ouvert, dire ce qu'on ressent, partager nos peurs et nos besoins. Will avoue que voir Cass débouler dans sa résidence universitaire a été l'une des plus grosses frayeurs de sa vie, et il a encore du mal à dormir par moments. Je lui parle de mes séances avec ma psy, comment Violette m'aide à remettre un peu d'ordre dans tout ça. On fait des plans pour l'avenir, pour le jour où on se sentira enfin tranquille. Sorties, petites escapades, toutes ces choses de couple qu'on osait à peine imaginer avant. Ce n'est pas facile d'être séparés, mais au moins, maintenant, on communique beaucoup mieux qu'à l'époque où il venait me voir toutes les semaines. On ose poser des mots sur nos anxiétés, au lieu de tout garder pour nous. Et cette sincérité nous rapproche malgré les kilomètres. Je continue à voir Violette chaque semaine, des séances axées sur tout ce que j'ai enduré à cause du harcèlement. Elle me fait travailler sur des exercices pour comprendre que je n'y suis pour rien, que rien n'aurait pu me laisser deviner jusqu'où Cass irait. Je m'en veux encore de ne pas avoir été plus ferme, de ne pas avoir repéré les signaux, d'avoir fait preuve de trop de gentillesse et d'avoir laissé Cass croire à une complicité qui n'existait pas. Violette m'explique que ce genre de personne teste les limites petit à petit, pour mieux installer le doute. Elle me répète que mon sentiment de culpabilité est courant, mais n'a pas lieu d'être. Impossible d'imaginer qu'une coloc, qui plaisantait à moitié sur notre copain, finirait un jour par s'introduire dans ma chambre et prendre ma place. Le plus dur, finalement, c'est de gérer la colère. Je suis furieuse que Cass ait gâché une période heureuse de ma vie, qu'elle ait fait peur à Will, qu'elle se soit autant immiscée dans mon intimité, qu'elle ait fouillé dans mes messages, mes mails, mes photos perso. Violette m'aide à comprendre que cette colère est normale, même saine, et que j'ai parfaitement le droit de la ressentir après ce que j'ai subi. Elle m'apprend à l'accepter, à ne pas la laisser m'envahir ou me faire perdre pied. Les séances sont épuisantes, mais elles me font du bien. À chaque fois, je me sens un peu plus légère, un peu plus maîtresse de mon histoire. 3 mois après l'obtention de l'ordonnance restrictive, Michaela m'appelle pour me donner le résultat de la procédure pénale contre Cass. Pour la violation de l'ordonnance et l'effraction dans ma chambre, un accord a finalement été trouvé avec le parquet. Cass a accepté une mise à l'épreuve à la place de la prison, avec des conditions très strictes. 2 séances hebdomadaires obligatoires, avec un psy spécialiste des comportements obsessionnels, un rendez-vous tous les 15 jours avec son agent de probation et l'obligation de prouver qu'elle suit bien son traitement. Et surtout, elle doit changer d'université dès le prochain semestre, ce sur quoi le procureur a insisté, puisqu'avoir Cass sur le même campus aurait rendu toute récidive beaucoup trop facile, même accidentelle. Cet accord m'épargne le passage au tribunal et la confrontation avec Cass, ce qui me soulage énormément. J'en avais vraiment la boule au ventre à cette idée. Michaela me prévient quand même qu'un accord amiable ne veut pas dire que la personne reconnaît ses torts ou a changé. Cass a sans doute accepté uniquement pour éviter la prison, pas parce qu'elle a vraiment pris conscience de la gravité de ce qu'elle a fait.
Du coup, je dois rester vigilante et continuer à tout consigner. L'ordonnance restrictive reste en place, peu importe comment la procédure se termine. Et si elle ne la respecte pas, les conséquences seront graves. Apprendre que Cass sera sur un autre campus le semestre prochain m'a soulagée d'une telle façon que j'en avais presque les larmes aux yeux quand Michaela me l'a annoncé. Je n'aurai plus cette angoisse de la croiser en cours ou lors d'événements organisés à la fac, ni besoin de me retourner constamment ou de changer de trajet pour l'éviter. Lors de notre séance suivante, Violette m'a prévenu que l'hypervigilance est une réaction très courante chez celles et ceux qui ont subi du harcèlement, même longtemps après que la menace ait disparu. Elle m'a expliqué que mon cerveau s'est habitué pendant des mois à demeurer en alerte, prêt à réagir au moindre signe de danger ou de confrontation, et que ce réflexe ne disparaît pas du jour au lendemain, même si Cass n'est plus là. Je me rends compte qu'elle a raison. Je continue à regarder derrière moi en allant en cours, et mon cœur s'emballe dès que je croise quelqu'un qui ressemble à Cass, que ce soit par la silhouette ou la couleur des cheveux. La semaine dernière, j'ai aperçu une fille avec une veste identique à celle que Cass portait souvent, et j'ai eu une vraie crise de panique avant de réaliser que ce n'était pas elle. Mon corps réagit encore comme si le danger était toujours là, alors que je sais pertinemment que Cass sera désormais bien loin d'ici. Violette me rassure. Tout cela est normal, cela passera avec le temps et en continuant la thérapie. Elle m'apprend des techniques pour m'ancrer dans le présent, pour reprendre le contrôle quand je sens que la panique monte, en me rappelant que je suis en sécurité maintenant et que la menace appartient au passé. On a enfin pu retrouver un certain sentiment de sécurité, au point que Will est venu passer un week-end chez moi, dans mon nouvel appartement, au tout début du printemps. Cela faisait des mois qu'on n'avait pas pu se retrouver à deux, sans cette peur ou tension constante entre nous. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a préparé le petit déjeuner à deux dans ma micro-cuisine, regardé des films sur mon ordi, traîné dans le quartier sans avoir à scruter les environs ou craindre une mauvaise surprise. On a parlé de ses candidatures pour l'école doctorale, de mes projets pour le prochain semestre, de la possibilité d'aller voir sa famille cet été, et pourquoi pas de partir ensemble découvrir un endroit où aucun de nous n'est jamais allé. Des discussions de couple toutes simples, sur un futur qui redevient possible. Être à nouveau physiquement proche de lui sans une angoisse constante en arrière-plan m'a paru bizarre au début. J'ai compris à quel point je vivais crispée, convaincue qu'à chaque instant quelque chose de grave allait arriver. Will m'a dit qu'il ressentait la même chose, sur le qui-vive, comme s'il s'attendait à voir Cass débouler au coin de la rue. Mais elle n'a pas réapparu. Personne n'est venu frapper à ma porte. Pas de message angoissant. Ce week-end, on a simplement pris le temps de se retrouver, de se rappeler ce qui faisait que ça marchait entre nous. Quand Will est reparti le dimanche soir, j'étais triste, bien sûr, mais plus terrorisée. On a convenu qu'il reviendrait dans 2 semaines. On recommence à construire quelque chose de vrai, sans la présence oppressante de Cass qui plane au-dessus de nous. Avec Jess, on s'est mise à se voir régulièrement autour d'un café, souvent 1 fois par semaine, à mi-chemin entre chez elle et chez moi. Elle s'est excusée encore une fois de ne pas m'avoir parlé plus tôt du comportement de Cass, de ne pas m'avoir alertée sur la gravité de la situation. Je lui ai répété ce que je lui avais déjà dit. Je ne lui en veux pas. Je n'ai, moi non plus, rien vu venir. J'ai vécu avec Cass tous les jours sans me rendre compte à temps à quel point ça devenait inquiétant. Il était déjà trop tard quand j'ai compris. Jess m'a confié qu'elle aussi souffrait encore d'anxiété, qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir mieux joué son rôle d'amie auprès de moi. J'ai tenu à lui rappeler qu'elle m'a vraiment aidée. Elle a repéré les dérives de Cass, elle est venue avec moi sur le campus de Will, elle a témoigné lors de l'audience pour l'ordonnance de protection, elle m'a aidé à déménager. Tout ça a compté. Ensemble, on a reparlé de cette leçon difficile. Il est impossible de deviner, juste à l'apparence, qui peut devenir dangereux. Cass n'avait rien d'inquiétant au départ, juste un peu à fleur de peau après sa rupture, mais jamais menaçante. Comme tout a basculé progressivement, on a fini par normaliser des attitudes qui auraient dû nous alerter bien plus tôt. Cette expérience nous a rapprochés. On partage le sentiment d'avoir traversé quelque chose de vraiment effrayant, d'avoir survécu ensemble. Jess fait partie des rares à vraiment saisir ce que j'ai vécu, puisqu'elle a tout vu de près. J'ai aussi intégré un groupe de parole à la fac, pour les étudiants victimes de harcèlement ou de menaces. On se retrouve toutes les 2 semaines dans une petite salle du centre d'écoute. On n'est jamais bien nombreux, 6 ou 7, surtout des filles, mais il y a aussi quelques garçons. Entendre les récits des autres me fait me sentir moins isolée dans cette épreuve. Beaucoup racontent que leur harceleur paraissait tout à fait normal au départ. L'une parle de son ex, visiblement affecté par leur rupture mais apparemment résigné, qui s'est ensuite mise à la suivre partout. Un gars évoque une camarade de classe qu'il connaissait à peine, mais qui s'est fait une fixette sur lui après un projet de groupe. Leur problème, c'est cette montée en puissance insidieuse qui les a fait douter d'eux-mêmes. Ils se demandaient s'ils n'exagérèrent pas, s'ils n'étaient pas juste devenus parano. Ils ont tenté de rester gentils, de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Au final, ce sentiment de culpabilité, cette « j'aurais dû voir plus tôt » ou « j'aurais dû mettre des limites dès le début », tout le monde le connaît ici. L'animatrice nous rappelle à chaque séance que les harceleurs sont généralement très doués pour tester les limites de manière subtile, jusqu'à ce que leurs victimes doutent de leur propre perception. Remarquer les signes une fois que tout est fini, ce n'est pas un échec, c'est une étape sur le chemin de la reconstruction. Écouter les autres parler de ce qu'ils vivent et de comment ils se reconstruisent me rassure. Je me dis que moi aussi, un jour, la peur finira par disparaître, que l'hypervigilance deviendra juste un souvenir, au lieu d'une angoisse qui m'accompagne au quotidien. Depuis quelque temps, j'ai retrouvé le rythme. Je rends mes devoirs à l'heure et je prends le temps de les relire
avant de les rendre, parce que la peur que Cass fouille mes mails ou surveille où je suis ne me distrait plus. Ma prof de bio a accepté mes rapports de labo en retard, sans sanction, dès que je lui ai expliqué la situation en début de semestre, et j'ai réussi à relever ma note, passant de C à B pour la semaine des partiels. Le partiel de chimie, celui que je pensais avoir complètement raté, est finalement revenu avec une note correcte, et ma responsable pédagogique m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie pour décrocher mon diplôme. Je peux enfin m'installer à la bibliothèque, tranquille, sans jeter des coups d'œil anxieux vers la porte, ou vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes, de peur que Cass ait réussi à contourner mes nouveaux réglages de sécurité. Mes mains ne tremblent plus quand j'ouvre mon ordi, et j'ai arrêté de faire ces cauchemars où elle débarquait dans ma chambre, habillée avec mes vêtements. 3 semaines avant notre anniversaire, Will me fait la surprise de réserver un hôtel dans une ville qu'on ne connaissait pas tous les deux, à 4 heures d'ici, un endroit où personne ne nous connaît et où Cass ne risquait pas de ressurgir. On y est allé un vendredi après-midi, fenêtres ouvertes, musique à fond, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être une étudiante comme les autres, qui part en week-end avec son copain. La chambre donnait sur le centre-ville. On a passé la soirée à flâner, à regarder les vitrines et choisir où manger, sans que j'aie besoin de vérifier constamment derrière moi. On a dîné dans un petit italien. Le serveur ne m'a posé aucune question sur mon portable face cachée sur la table, ou sur le fait que je me raidissais dès que quelqu'un approchait. Ce soir-là, à l'hôtel, Will m'a prise dans ses bras, on a parlé de ce qu'on avait failli perdre, de la façon dont Cass a presque réussi à détruire ce qu'on avait construit. Il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'ai obtenu la mesure de protection, que j'ai déménagé, que je ne me sois pas laissé démonter même quand ça semblait insurmontable. Je lui ai avoué que je regrettais qu'il ait eu à traverser ça, qu'il ait été entraîné dans l'obsession de mon ex-colocataire, qu'il ait parfois eu peur chez lui. On s'est promis de ne plus laisser la peur guider nos vies, qu'on avait totalement confiance en la force de notre histoire, quoi qu'il arrive. Un jour, alors que je fais la queue au café du campus, j'entends 2 filles parler d'une étudiante arrêtée pour harcèlement le semestre passé et, l'espace d'un instant, j'ai l'estomac noué avant de réaliser qu'elle ne parlait pas de mon histoire. Quelques jours plus tard, Jess m'envoie un message. Elle a appris par une amie commune que Cass suit désormais une thérapie 2 fois par semaine, dans le cadre de sa probation, et qu'elle s'est inscrite dans une autre fac, à 3 heures d'ici, pour le semestre de printemps. Cette nouvelle me laisse un sentiment étrange, presque soulagée qu'elle se fasse aider, mais avec l'inquiétude persistante qu'une thérapie ne suffise pas à régler ce qui l'a rendue obsédée par Will à la base. Je reste prudente malgré tout. Je garde ma localisation coupée, sauf pour quelques proches de confiance, et je vérifie chaque soir que ma porte est bien verrouillée. En séance, Violette me rappelle que je ne suis pas responsable de la guérison de Cass, que j'ai le droit d'espérer qu'elle aille mieux, tout en continuant à me protéger et à fixer des limites claires. Un mardi, Heidi m'appelle, la voix pleine d'émotion et de fierté, pour m'annoncer qu'elle a terminé ses études de psycho et qu'elle a été acceptée dans un master spécialisé en thérapie des traumatismes. Elle m'explique que m'avoir accompagnée face au harcèlement l'a décidée à aider ceux qui, comme moi, ont vu leur sécurité et leur confiance voler en éclats, que de me voir faire front face à la justice, avancer dans la reconstruction, lui a montré combien les victimes ont besoin d'être comprises. Je ressens de la fierté qu'il soit sorti quelque chose de positif de tout ça, même si je ne souhaiterais jamais ça à personne. Heidi me confie: tu as été plus courageuse que tu ne pensais. Beaucoup de gens n'arrivent pas à mettre des mots sur le harcèlement avant que la situation devienne grave, alors que toi, tu as su réagir avant que Cass n'aille trop loin. On discute de sa rentrée en master, et peut-être que je pourrais l'aider sur des projets liés à la prévention du harcèlement ou au soutien des victimes. 6 mois après le départ de Cass dans une nouvelle fac, je traverse le campus le matin sans scruter la foule ni regarder derrière moi toutes les 2 minutes. La tension qui durcissait mes épaules s'est envolée, et je ne sursaute plus si quelqu'un m'aborde à la BU ou au resto U. Je continue à voir Violette un mercredi sur 2, parce qu'on ne guérit pas totalement du jour au lendemain, et qu'il y a encore des moments où certains souvenirs réveillent en mon angoisse. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, je me sens normale, comme n'importe quelle étudiante qui pense à ses partiels, à ses devoirs, plutôt qu'à la crainte d'être suivie ou surveillée par son ex-coloc. Je peux partager un café avec des amis sans me coller face à toutes les sorties de la salle, et je n'ai plus besoin de garder la trace de chaque message, au cas où. Un jour, Will m'appelle, et dans le hall du centre étudiant, j'ai littéralement poussé un cri de joie. Il a été accepté dans un master qui se trouve à seulement 30 minutes de mon université. Ça veut dire qu'il va se rapprocher, qu'on pourra vraiment se voir plus souvent, sans ces 2 heures de route qui nous séparaient à chaque fois. Le soir même, on se fait un appel vidéo, on parle de nos recherches d'appart et du drôle de sentiment que ce sera de se voir plusieurs fois par semaine, au lieu d'1 fois de temps en temps. Il me dit: j'ai hâte qu'on puisse construire quelque chose tous les deux, sans que ce soit défini par ce qui s'est passé avec Cass, juste une vie normale, à 2. Je lui réponds que j'ai envie de lui préparer le dîner dans mon appart, sans craindre qu'on nous surprenne, de sortir se promener main dans la main sans surveiller qui nous suit, de profiter simplement de notre histoire, sans que le passé ne vienne assombrir chaque instant. Avec le temps, je me rends compte à quel point j'ai évolué depuis ce premier jour où j'ai pris à la légère la remarque de Cass disant que Will était notre petit copain, pensant que ce n'était qu'une plaisanterie sans importance. J'ai compris qu'être bienveillante et accommodante ne signifiait pas devoir accepter ce qui me met mal à l'aise, que poser des limites n'a rien de méchant ni d'excessif, c'est au contraire indispensable pour me sentir en sécurité. J'ai dû apprendre à me défendre, même lorsque la sécurité du campus balayait mes inquiétudes, comme si elles n'avaient aucune importance.
à tout consigner, à monter un dossier pour qu'enfin on me prenne au sérieux. J'ai réalisé que prendre soin de moi, ce n'est pas être égoïste, que je n'ai de compte à rendre à personne quant à mon espace ou à ma vie privée, même si on partage un appartement, ou si la personne traverse une période compliquée. J'écoute désormais mon instinct quand quelque chose me semble étrange, au lieu d'étouffer mon malaise de peur de déranger. Mon studio est devenu ce qu'il me fallait, un lieu où c'est moi qui choisis qui entre et à quel moment, où chaque objet m'appartient, n'a pas été déplacé, emprunté ou volé par quelqu'un d'autre. Je l'ai aménagé à mon goût, avec des affiches, des plantes et des photos de ceux en qui j'ai confiance. Et la chaîne à ma porte me rassure le soir quand je suis seule. Will vient le week-end. On cuisine ensemble dans ma petite cuisine, sans avoir cette crainte qu'on vienne s'introduire sans prévenir ou que quelqu'un écoute derrière la porte. Jess passe pour des soirées films, et on rigole, on parle de tout et de rien, au lieu de chuchoter sur des comportements suspects ou de faire des plans pour se protéger. Ma relation avec Will est devenue plus solide après tout ce qu'il s'est passé avec Cass, parce qu'on a appris à se parler franchement, à partager nos peurs et nos limites, à se faire confiance, à se choisir vraiment même quand il aurait été plus simple d'abandonner. Aujourd'hui, je suis entourée de personnes qui respectent mon espace et mes décisions, qui comprennent que veiller sur soi n'a rien de paranoïaque et que fixer des limites n'est pas une sanction. Je suis enfin heureuse, d'une manière dont je ne me pensais plus capable il y a 6 mois, et je suis fière du chemin parcouru.